Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la réaction chimique et l'énergie dans laquelle je vais présenter les utilisations d'énergie par réaction chimique. Pour pouvoir produire de l'énergie, les êtres humains ont utilisé des réactions chimiques. La plus connue de ces réactions, qui est la première qui a été utilisée, est la réaction de combustion, qui est liée à la maîtrise du feu, que l'on date à peu près d'environ d'il y a 400 000 ans. Cette maîtrise du feu a permis donc plusieurs choses. Tout d'abord, a permis donc de chauffer, donc de pouvoir se réchauffer notamment en hiver. Ensuite, elle a également permis donc la cuisson des aliments. Au lieu de manger donc de la viande crue, les êtres humains ont pu donc faire cuire les aliments. Ensuite, elle a permis donc de fabriquer des objets. Ça a permis le développement donc de la métallurgie et de la poterie. Cela a également permis donc de se défendre, et enfin ça a permis donc de faire de l'éclairage, c'est-à-dire d'avoir donc de la lumière la nuit. Plusieurs millénaires après la maîtrise du feu, les êtres humains ont conçu des machines faisant intervenir des combustions. Une des plus célèbres est notamment donc la machine à vapeur qui a été inventée donc à la fin du XVIIIe siècle et qui a permis donc à partir donc de la combustion de vaporiser l'eau et de pouvoir transformer donc l'énergie présente dans les molécules pour avoir un mouvement et donc faire tourner ici une roue par exemple. La machine à vapeur donc va être l'objet donc du début de la révolution industrielle qui va donc fortement changer nos civilisations. Après la machine à vapeur, il y a eu l'invention du moteur à explosion, donc au XIXe siècle. Le moteur à explosion donc, reprend un peu le principe de la machine à vapeur, c'est-à-dire ici une réaction de combustion qui a lieu entre un combustible et un comburant qui est le dioxygène. Donc une explosion a pour effet donc d'envoyer le piston vers le bas. Ce piston est relié par l'intermédiaire d'une bielle à un vilebrequin donc, qui va tourner et donc va transformer le mouvement rectiligne de haut en bas du piston en mouvement circulaire qui permet d'être utilisé après pour d'autres machines. Ces autres machines donc, peuvent être très diverses et ont des usages qui nous paraissent très courants aujourd'hui, notamment donc, la fabrication de machines industrielles. Ensuite, la notion de transport, donc les moteurs présents donc, dans les engins de transport sont des moteurs à combustion pour la plus grande majorité. Ensuite, la production d'électricité, donc il s'agit ici donc, par exemple des centrales thermiques qui utilisent donc, la rotation donc, d'un moteur pour ensuite faire tourner donc un aimant qui est un rotor dans un stator qui est un autre aimant qui génère ici donc de l'électricité sous forme de tension alternative. La réaction de combustion dans les moteurs nécessite la présence donc de combustibles. Les combustibles donc, qui sont utilisés en très grande majorité sont donc des matières organiques, soit du charbon, du pétrole ou du gaz naturel. La grande particularité donc, de ces trois composés ici, c'est que ce sont des combustibles fossiles, c'est-à-dire des combustibles qui sont présents en quantité limitée dans le sol et qu'on consomme progressivement le stock. Donc les réserves sont limitées et décroissent, alors que la demande, la consommation, est en augmentation constante. Donc on a un problème par rapport à l'utilisation donc, de ces combustibles qui fait que le stock diminue progressivement et qu'il va falloir un jour penser à utiliser d'autres combustibles ou d'autres sources d'énergie de manière générale. Donc voyons maintenant quels sont donc, les impacts de l'utilisation de ces réactions de combustion. Premier impact, donc c'est un impact environnemental. Si on regarde donc, les courbes représentées ici qui représentent donc, le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, on voit que pendant à peu près 1000 à 1500 ans, voire quasiment 2000 ans, la concentration de ces gaz dans l'atmosphère est quasiment constante et que sur donc, les dernières décennies, on a eu une très forte augmentation donc, de ces gaz, ce qui est dû ici à la combustion, donc aux réactions de combustion qui produisent donc, du dioxyde de carbone. Le méthane, lui, est lié à des fuites au niveau des puits de gaz naturel et l'oxyde nitreux est un résultat de combustion incomplète. Donc l'augmentation donc, de ces gaz ici est liée à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique. On a donc ici une manifestation très flagrante de la réalité du réchauffement climatique par l'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère.
Un deuxième impact que l'on peut noter donc sur les réactions de combustion, ici avec donc les combustibles, est donc un impact géopolitique. La répartition en fait donc sur la Terre des ressources en charbon, en pétrole et en gaz naturel sont très hétérogènes, ce qui a pour effet donc d'engendrer donc des flux vers les pays qui consomment fortement donc ces combustibles et donc d'entretenir en fait des relations parfois compliquées entre États. Donc l'organisation en gros géopolitique du monde actuel est très fortement liée en fait aux répartitions de ces ressources et aux relations qu'ont les États en rapport avec la politique énergétique de chacun. Voyons maintenant quelles peuvent être les perspectives pour sortir donc de ce schéma en lien avec le réchauffement climatique et une géopolitique compliquée. Donc ça peut être l'utilisation donc d'énergies renouvelables qui, contrairement donc aux énergies fossiles, elles sont en quantité illimitée, car en fait il ne s'agit pas véritablement de la consommation de combustible, et donc elles sont inépuisables et il n'y a pas de cette notion de stock et de répartition hétérogène sur la Terre. Donc ça peut être donc parmi les renouvelables l'utilisation d'agrocarburants ou de biocarburants. Le problème de ces agrocarburants ou biocarburants, c'est qu'ils remplacent les cultures alimentaires, donc la surface au sol n'étant pas infinie. Si on doit cultiver des agrocarburants ou des biocarburants, ça veut dire qu'il y aura moins de cultures alimentaires, donc ça va engendrer des famines. Ensuite, il provoque également la déforestation pour la même raison que précédemment, c'est-à-dire qu'on aura tendance à vouloir augmenter les surfaces de culture, donc à supprimer les forêts pour accroître ces surfaces. Donc autre possibilité qui est l'utilisation et la valorisation de la biomasse. La biomasse en gros c'est l'utilisation de tout objet naturel pour produire de l'énergie. Donc ça peut être l'utilisation du bois et des déchets végétaux. À noter que le bois est par définition le premier élément de la biomasse qui a été utilisé depuis la nuit des temps à partir de la maîtrise du feu. Ensuite, la fermentation des déchets avec la production par exemple de biogaz qui est du méthane en fait produit par la fermentation des déchets avec l'aide de bactéries. Enfin, une dernière possibilité qui est encore une voie d'étude, qui est donc l'utilisation de microalgues. Ces microalgues donc peuvent produire donc de la biomasse ici. Donc un exemple de microalgues. Et l'avantage c'est qu'elles ont des rendements élevés. Donc c'est-à-dire qu'on peut produire à partir de microalgues des grandes quantités de biomasse qui peut ensuite être utilisées comme combustible. Et donc c'est là encore des énergies renouvelables. À noter que les microalgues sont encore à l'état d'étude et qu'il y a encore plusieurs problèmes qui font qu'on considère qu'ils ne seront pas utilisés avant de nombreuses années.